Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais laisser les gens tranquillement entrer dans la salle. En attendant, je vous propose d'écrire dans la fenêtre de discussion, dans le fond, plus communément appelé le chat. Donc, si vous avez, si vous voulez nous écrire un petit mot, ça va nous faire toujours plaisir de vous lire puis d'interagir avec vous. Donc, je me présente, je m'appelle Isabelle Gosselin, je suis agente de développement pour le PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Dans quelques instants, notre webinaire hyperconnectivité, piste d'action pour déconnecter, va commencer. Nous allons être en compagnie de Madame Julie Maillé, qui est avec nous ce soir. Madame Maillé est coordonnatrice du volet famille au programme PAUSE de Capsana. Et puis, donc, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est PAUSE. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Donc, en fait, c'est une campagne québécoise qui fait la promotion d'une utilisation équilibrée des écrans et d'Internet dans la vie des gens. C'est aussi un site de référence où on peut trouver, où les parents, les jeunes, adolescents, les professionnels peuvent trouver des informations, des conseils, des outils, des quiz. Il y a des trous, donc vraiment beaucoup de matériel qui se retrouve et d'informations qui se retrouvent sur ce site. J'espère que j'ai bien présenté PAUSE, mais Parfait. Mme Maillé va vous en parler un peu plus tard dans la présentation. Donc, avant que le webinaire commence, je vais vous rappeler qu'il est d'une durée de 60 minutes, donc environ 45 minutes de conférence, suivi d'un 15 minutes de questions. Donc, tout au long de l'entrevue de la conférence, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos questions en note et puis, durant la période de questions, je vais les poser en votre nom à notre invité. Je veux aussi vous rappeler que le webinaire, il est enregistré et que vous recevrez dans les jours qui suivent le lien de rediffusion du webinaire avec le WebiPlus, qui est un complément d'information sur le sujet dont il est question. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Maillé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit plus tard. Donc, bon webinaire. Merci. Bon, alors est-ce que c'est moi qui dois partir la présentation? Oui, je crois. Voilà, je m'excuse, c'est la première fois que j'utilise cette interface. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de savoir que le sujet de l'hyperconnectivité vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de mieux comprendre, premièrement, qu'est-ce que l'hyperconnectivité, le contexte qu'est l'hyperconnectivité. On va regarder les enjeux, on va aussi regarder des pistes d'action. Évidemment, les données dont on va parler aujourd'hui, les informations que je vais vous transmettre, la technologie, ça évolue très, très, très vite. Donc, je vais vous donner de l'information en date d'aujourd'hui. Ce qui est difficile avec les écrans et avec la prévention, la sensibilisation et l'intervention qu'on fait auprès des jeunes ou des familles, c'est que, comme je vous disais, ça va très vite et donc, des fois, on a l'impression qu'on a trouvé la bonne réponse, la bonne façon d'en parler et puis là, il y a quelque chose qui arrive et puis on a des nouvelles données à présenter. Donc, commençons tout de suite en parlant de l'hyperconnectivité. C'est important de comprendre que l'hyperconnectivité n'a pas une connotation négative ou positive en tant que telle. L'hyperconnectivité, comme vous le voyez à l'écran, j'ai mis la définition de la Direction régionale de santé publique de Montréal. C'est une définition qui date de 2018, qui a été écrite par Jean-François Biron et son équipe de chercheurs. Ils travaillent, cette équipe-là, beaucoup sur l'hyperconnectivité, mieux comprendre, mieux l'expliquer, comment faire de l'intervention. Et donc, ils ont créé cette définition-là qui explique bien que l'hyperconnectivité, c'est vraiment un phénomène social. Donc, ce que ça dit, c'est que concrètement, on est tous connectés, on vit dans un monde hyper connecté.
Et ça va être encore de plus en plus vrai dans les années à venir. Le premier téléphone intelligent iPhone, c'était en 2007. Après, le premier iPad, c'était en 2010. Et là, ben, c'est les outils connectés, les montres connectées, les systèmes d'alarme. Donc, on devient de plus en plus connecté, que ça soit comme individu, que ça soit collectivement, que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, l'éthique, les technologies de l'information et des communications sont vraiment très, très omniprésentes. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces technologies-là, dans nos vies? Ben, elles nous aident par moment. Exemple, aujourd'hui, ben, on peut assister à distance à un webinaire où vous allez chercher de l'information, de la nouvelle information, où vous allez acquérir des connaissances. Et puis, elle nous permet de rester en contact, mais quand les écrans, quand les technologies sont trop utilisées ou mal utilisées, à ce moment-là, effectivement, elles peuvent avoir des impacts sur notre santé. On va parler ici, ça peut être de santé physique, de santé mentale, des problèmes interrelationnels. Mais donc, c'est ça. L'hyperconnectivité est vraiment un contexte présent, un contexte social. Alors, si je parle d'hyperconnectivité, là, vous allez me dire, OK, donc la cyberdépendance et l'hyperconnectivité, ça veut dire que c'est pas la même chose. Effectivement, la cyberdépendance, encore aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de consensus scientifique sur ce qu'est la cyberdépendance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une problématique qui existe? Bien sûr que non. Mais c'est-à-dire que quand on parle de consensus scientifique, c'est-à-dire que pour établir un trouble, il faut que la communauté scientifique s'entende sur les critères diagnostiques, la durée des critères diagnostiques, qu'est-ce que ça comprend exactement. Et donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de consensus scientifique, mais cependant, depuis plus de 20 ans, on analyse la cyberdépendance. On étudie cette utilisation problématique que certaines personnes ont et une définition a été tirée de toutes ces réflexions. Et encore une fois, donc, vous voyez le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure de l'hyperconnectivité. On parle vraiment que l'utilisation va engendrer des difficultés et qui vont aller jusqu'à une détresse, un sentiment de détresse chez l'individu. Donc, c'est important de comprendre que la cyberdépendance, c'est assez large aussi. Ce qui est reconnu pour le moment, ce sur quoi il y a un consensus, c'est ce qu'on appelle le trouble du jeu vidéo, dont on parle depuis juin 2018, c'est-à-dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à travers sa classification internationale des maladies, lui, a établi un diagnostic clair du trouble du jeu vidéo. Il dit pour les gens qui ont tel critère, oui, ça c'est un trouble de jeu vidéo, oui. Parce que sinon, là, quand je parlais aussi du manque de consensus, ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que la dépendance aux écrans, elle prend plusieurs formes. Il y a plusieurs applications qui peuvent créer une dépendance. Elle va varier chez les personnes. Donc, il y a des gens qui vont développer une dépendance aux jeux vidéo. Il y en a, ça va être aux réseaux sociaux. Il y en a, ça va être à la recherche d'informations en ligne. Il y en a, ça va être avec les achats, ce qu'on appelle les dépendances assistées. Donc, la personne souffre d'une dépendance, qu'elle soit hors ligne ou en ligne. Donc, vous voyez que c'est assez complexe. C'est pas tout le monde non plus qui étudie la cyberdépendance de la même façon. Mais encore une fois, c'est important d'en parler, c'est important d'agir, c'est important de sensibiliser parce que les écrans sont présents et donc ils ont des conséquences et ils peuvent avoir des conséquences dans la vie des personnes qui nous entourent ou de nous-mêmes d'ailleurs. Donc, il y a un autre terme qu'on peut utiliser quand on parle de cyberdépendance. C'est un terme qui est très utilisé au Québec. On appelle ça l'UPI ou l'utilisation problématique d'Internet. Concrètement, quand on parle d'UPI ou quand on parle de cyberdépendance, c'est pas mal la même chose. Il y en a qui vont préférer un terme, il y en a qui vont préférer l'autre, mais les caractéristiques, les 4 grandes caractéristiques sont les mêmes.
Et c'est pour ça que c'est important que je vous parle des caractéristiques ce soir, parce que on va régulièrement entendre des gens dire « Ah, moi, je suis accro à mon téléphone. Ah, moi, je suis pas capable de me déconnecter. Moi, on dirait que je suis plus capable de m'en empêcher. » Et effectivement, il peut avoir des utilisations qui sont problématiques, mais est-ce que ça veut dire que la personne a vraiment un problème du pays? Pas forcément. Vous allez voir de toute façon plus loin, je vais parler des signes à observer, je vais parler aussi de ce qui fait en sorte qu'une personne peut glisser dans cette utilisation-là et devenir cyberdépendant. Donc, la première caractéristique, le premier critère, c'est ce qu'on appelle un état de préoccupation démesuré pour Internet et les écrans, peu importe les applications. C'est-à-dire que la personne, comme pour les dépendances aux substances, la personne est préoccupée, l'utilisation des écrans devient au centre de sa vie. Donc, au lieu que les technologies, au lieu que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le streaming soient une activité, soit utilisés de façon, je vous dirais, saine ou adéquate, la personne va avoir un état de préoccupation et ça va l'amener donc à la deuxième caractéristique, jusqu'à une perte de contrôle, un usage excessif. C'est-à-dire que la personne, elle sait par exemple que si elle regarde 10 épisodes sur Tout TV, sur Netflix, ou si elle regarde des vidéos en rafale sur YouTube, elle va être fatiguée le lendemain matin, elle va avoir des conséquences au travail ou à l'école, ou elle va être plus irritable, mais c'est pas grave, elle va le faire pareil. Donc, ça va jusqu'à une perte de contrôle. Avant de travailler à Capsana, je faisais de la prévention dans le domaine des écoles secondaires. Et moi, j'ai déjà eu un jeune qui m'a dit, moi, je peux jouer jusqu'à 4-5 heures du matin. Je sais que je suis fatiguée, je sais que je vais arriver en retard à l'école, je sais que je vais avoir de la misère, mais je suis pas capable de m'arrêter, j'y arrive pas. On dirait que je sais pas comment faire. Donc ça, c'est une caractéristique. Donc, vous voyez, il y a quand même une nuance. C'est pas juste « j'ai de la difficulté à me déconnecter ». Il y a vraiment une réelle obsession et il va y avoir des conséquences et des problèmes réels, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, que ce soit des problèmes de sommeil parce que la personne dort plus, que ce soit au niveau relationnel. Donc, des problèmes significatifs vont se produire et ça peut aller, donc le dernier critère, jusqu'à une souffrance cliniquement significative. Les personnes qui arrivent en centre de traitement, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les jeunes, par exemple, dans un des centres du Grand Chemin, qui est peut-être une ressource que vous connaissez, il y a vraiment une souffrance réelle et la personne, elle doit vraiment réapprendre des habitudes de vie, réapprendre à mieux gérer ses écrans. Elle est rendue à une souffrance. Ça peut amener même jusqu'à des pensées suicidaires, des idées suicidaires. Ça peut amener jusqu'au suicide. Ça, c'est vraiment l'extrême. Donc, c'est pour ça, il y a un continuum. Et le continuum, vous le voyez en ce moment, donc, il y a des personnes qui ont des saines habitudes de vie, relativement saines habitudes de vie. Des fois, ils vont peut-être perdre le contrôle de leurs utilisations, mais en règle générale, les écrans sont à leur service. Ils vivent des belles expériences en ligne, ils vont chercher de l'information, ils vont interagir, ils vont se divertir et c'est correct. Après, on peut avoir des habitudes qui sont plus à risque. Il y a une étude qui a été faite par Dr Magali Dufour, je crois que c'est en 2018, où on disait qu'il y avait moins de 2% des adolescents qui avaient développé une utilisation problématique d'Internet, donc de dépendance, c'est le petit bonhomme à droite, mais qu'il y avait presque 18% ou environ 18%, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais qui étaient à risque de développer une dépendance. Et donc, on est en 2018, on est avant la pandémie, on s'entend que 18%, c'est très, très élevé, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre cette problématique-là pour pouvoir aider par la suite. Alors, c'est important aussi quand on parle des écrans, là on va parler d'Internet, donc des caractéristiques d'Internet et des facteurs de risque,
c'est important de comprendre que c'est pas juste une question de volonté personnelle. Et ça, je veux vraiment le souligner parce que ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est comment ça se fait que je suis pas capable d'arrêter? Comment ça se fait que j'ai des conséquences et j'y arrive pas à diminuer? Encore une fois, ça peut être juste une utilisation problématique, on voudrait se réajuster, ou ça peut vraiment être une dépendance, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Fait que la première chose qu'on va regarder, c'est les caractéristiques d'Internet. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le documentaire sur Netflix. En français, il s'appelle, je pense, Derrière un écran de fumée. C'est vraiment très, très intéressant. C'est des anciens travailleurs, des GAFAM. Donc, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc, c'est des anciens GAFAM qui en sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient créé quelque chose qui venait nuire aux personnes. Et ils se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dénonce. Et donc, c'est pour ça que c'est important de parler des caractéristiques d'Internet. Là, c'est sûr que ce documentaire-là fait un peu plus référence aux réseaux sociaux, mais c'est important de parler des caractéristiques d'Internet parce que là-dessus, on n'a pas vraiment de contrôle. Hein. C'est pas nous qui dirigeons, c'est ça qui est important de savoir et qu'on sait de plus en plus, c'est que c'est une machine qui fait des billions, c'est une machine pour faire de l'argent. Ils utilisent les réseaux sociaux et toutes les personnes qui ont des plateformes sur Internet ou les jeux vidéo, ils utilisent des stratégies pour qu'on reste en ligne. On pense que Facebook, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ils font de l'argent avec le temps qu'on passe en ligne. Donc, là-dessus, on n'a pas vraiment de contrôle, de pouvoir, mais de comprendre les choses. Chez certaines personnes, ça leur permet de dire, OK, je comprends mieux. Je vais essayer de me réapproprier mon pouvoir. Et on parle d'empowerment ici et de dire, OK, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Par la suite, je vais vous donner des trucs pour contrer ces géants du web, d'Internet, des écrans qui utilisent la psychologie humaine. Donc, quand on parle d'Internet, on parle quand même en premier lieu d'accessibilité. Maintenant, avec les téléphones intelligents, les tablettes, Internet est accessible tout le temps, partout, facilement. C'est relativement abordable, pas forcément pour tous, là. C'est sûr que c'est quand même un coût, mais on peut en avoir un. On peut avoir un téléphone, on peut avoir une tablette. Il y a une des caractéristiques aussi importantes d'Internet, c'est qu'à quelque part, la notion d'anonymat. Il y en a qui, quand ils sont en ligne, vont soit se créer un autre compte ou utiliser un avatar, ou vont avoir un sentiment de sécurité. Ils sont derrière un écran et donc ils peuvent agir, ils peuvent faire des choses qu'ils pourraient peut-être pas faire dans la vie hors ligne, mais ça crée donc ce sentiment des fois d'anonymat, de sécurité. Et certaines personnes vont sentir, alors c'est pas forcément négatif, il y en a qui sont plus timides et qui vont s'en servir à bon escient, mais il y en a d'autres pour qui, par contre, ça peut causer une problématique, mais ça reste une caractéristique d'Internet. Il y a le côté immédiat, instantané, sans horaire. Si on pense, par exemple, aux jeux de hasard et d'argent, avant, c'est une utilisation des écrans. Avant, il fallait se déplacer au bingo, il fallait se déplacer au casino ou dans un bar avec des machines de vidéo poker. Ben là, non. On peut rester à la maison, la personne peut rester à la maison et avoir accès en tout temps. Il y a le côté renforcement social aussi. Et ça, c'est que, premièrement, d'avoir la dernière technologie. Hein, Apple en est un exemple parfait de dire il faut que tu aies le dernier iPhone, il faut que tu aies le dernier ci, il faut que tu aies la dernière version. Donc ça, c'est comme, OK, j'ai la dernière technologie, je suis quelqu'un, je suis reconnu. Mais c'est aussi le renforcement social. Ça va aussi dans le sens de je vais en ligne, je suis appréciée des fois pour les choses que je publie, que je mets de l'avant, que je crée. Donc, ça vient renforcer quelque chose qui, pour des personnes qui ont une vulnérabilité, peut accélérer un processus de dépendance. Et ça vient avec des récompenses émotionnelles. On va en parler, tout ce qui est like, par exemple,
l'appréciation, se sentir mis en valeur. Alors, quand on parle de dépendance en général, là aujourd'hui, on parle des écrans, mais avec les substances, l'alcool et les autres drogues, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque et il y a ce qu'on appelle des facteurs de protection. Quand on parle des facteurs de risque, ça veut dire c'est les facteurs qui sont individuels, qui sont dans notre milieu, dans notre environnement et qui peuvent accélérer un problème de dépendance, qui peuvent l'aggraver ou qui peuvent l'engendrer. Et bien au contraire, le facteur de protection fait le contraire et donc va aller protéger la personne. Quand on parle de facteurs de risque, les premiers sont liés à l'Internet, donc c'est en lien avec ce que je viens de vous dire sur les caractéristiques d'Internet. Encore une fois, c'est pour vous souligner que c'est pas forcément juste un manque de volonté personnelle. Les écrans, les réseaux sociaux sont conçus pour qu'on reste en ligne. Les notifications, si vous avez remarqué, c'est des petits boutons rouges. Le rouge, c'est la couleur de l'alerte. Donc là, tu fais comme « Ah, OK, j'ai reçu une alerte ». On ne sait pas encore si c'est positif ou négatif, mais c'est comme « Ah, il se passe quelque chose, je veux pas passer à côté de quelque chose ». Ça joue sur le cerveau, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, peur de passer à côté de quelque chose qui est humain. On vivait ça avant les technologies, mais ça vient jouer là-dessus. Les alertes sonores, les vibrations, tout le design est étudié. Par exemple, quand vous allez sur les réseaux sociaux, le fait que les publications sont sans fin, qu'on peut scroller, en mauvais français, je m'excuse, des dizaines et des dizaines de minutes en ayant du nouveau contenu, qu'on soit sur YouTube et que si on choisit pas les paramètres, il y a une vidéo après l'autre, dans 5 secondes, l'autre va partir, l'autre va partir. Donc, les designs sont étudiés, les boucles de rétroaction. Oh, je vais mettre quelque chose, la personne va peut-être aimer ce que je fais. Encore une fois, je vous donne un exemple. J'avais une jeune, à un moment donné, dans une classe de secondaire 2, elle parlait des réseaux sociaux. Elle dit, moi, quand je change ma photo de profil, dans l'heure qui suit, je vais aller regarder combien de likes j'ai. Et si j'ai pas assez de likes, je vais changer de photo pour aller voir si l'autre. Donc, vous voyez, ça peut créer ce besoin de retourner en ligne. Encore une fois, ça a des côtés positifs aussi. Quelqu'un qui fait un sport, quelqu'un qui fait une activité, qui le met de l'avant, qui dit « Hey, félicitations, tu as réussi ». Donc, je vous dis, c'est des facteurs qui sont reliés à l'Internet. Ça dépend, on va voir plus loin, évidemment, des individus. Les récompenses dopaminergiques, ça joue au niveau de la dopamine. La dopamine, l'hormone du plaisir, qui fait qu'on veut reproduire quelque chose pour lequel on a éprouvé du plaisir, qui fait en sorte qu'on veut retourner, ça va jouer là-dessus. La publicité, encore une fois, l'attention partielle continue. Donc, là, on va faire référence au multitâche. Le fait qu'on fait plein d'affaires et qu'à un moment donné, on a la croyance qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, ce qu'on sait qui est pas vrai, scientifiquement parlant. Alors, quels sont les facteurs de risque quand on est au niveau de l'environnement, au niveau du milieu? Là-dessus, on commence déjà à avoir un peu plus de contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire que le premier, non, le contexte social hyper connecté, c'est le contexte dans lequel on vit. Comme je disais tout à l'heure, là-dessus, c'est le monde dans lequel on vit. Par contre, est-ce que dans ma famille, parce que là, je vais faire beaucoup référence aux familles, est-ce que dans ma famille, j'ai un environnement qui favorise l'utilisation excessive? C'est-à-dire, est-ce que je mets des barrières à la maison? Est-ce que avant d'offrir un téléphone cellulaire ou avant d'offrir une tablette, je réfléchis et je me pose la question au-delà de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent, préadolescent, jeune adulte, est-ce que je me dis, jeune adulte peut-être moi, là, mais est-ce que je me dis, oui, est-ce qu'il a la maturité, cet enfant-là, pour avoir cet outil-là? Donc, l'environnement, le milieu de vie, ça, on peut avoir un impact là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des encadrements à la maison qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a un soutien hors ligne? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des jeunes, ils vont aller chercher du soutien en ligne
qui est pas forcément négatif, mais des fois pas forcément aux bons endroits, auprès des bonnes personnes. Donc, qu'est-ce que l'environnement, le milieu de vie offre ça aux jeunes? Et est-ce qu'il y a des conflits à la maison? C'est sûr que plusieurs statistiques démontrent que des jeunes vont, que ce soit avec les écrans ou d'autres dépendances, hein, vont essayer de résoudre des conflits ou oublier des conflits en allant sur les écrans. Donc, c'est sûr que la présence de conflits dans un milieu familial, dans un milieu scolaire, dans un milieu professionnel peut avoir des impacts. Et le dernier, ben lui non plus, on a une part de responsabilité, mais il y en a il y a des facteurs qui sont individuels, qui font partie de notre personnalité. Moi, je dis toujours, devant la dépendance, personne n'est égal parce qu'on est tous différents. Tout à l'heure, je parlais de dopamine, hein, de cette hormone du plaisir. Il y en a, par exemple, par rapport aux substances, il y en a qui, dès qu'ils vont consommer une substance, alcool ou autre drogue, ils vont ressentir ce rush-là de dopamine et ils vont vouloir retourner. Chez d'autres personnes, ça fera pas ça. Et pourquoi chez cette personne, l'intensité du plaisir est plus importante que chez une autre? Il n'y a pas encore de réponse. Et il faut comprendre aussi que la dépendance, c'est vraiment multifactoriel. Si ce n'était pas ça, ça serait beaucoup plus simple, mais c'est vraiment plusieurs facteurs. Donc, ceux qui sont plus à risque, c'est les 15-24 ans. C'est ceux qui ont un problème de santé mentale, qui ont un problème de déficit d'attention, qui ont des difficultés d'apprentissage, de l'impulsivité, l'estime de soi. Donc, vous voyez, sur l'estime de soi, ben ça, il y a des outils comme intervenants, comme psychoéducateurs sur lequel on peut travailler. Le problème de sommeil, ça aussi, donc d'avoir un bon sommeil, on sait que c'est vraiment essentiel, que ce soit plus jeune enfant ou adolescent. Et un des facteurs de risque, ben, c'est des idées suicidaires ou tentatives de suicide. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, quels sont les signes à observer? Encore une fois, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Et je pense que à partir du moment où on s'inquiète pour soi ou pour une autre personne, il faut se poser ces questions-là, tout simplement avec honnêteté. Pour les intervenants, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'intervenants qui écoutent le webinaire ou qui vont l'écouter en rediffusion. Il y a aussi un outil dont je veux parler. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais ça s'appelle le débat Internet. Donc, vous pouvez le trouver. Je pense qu'on va vous envoyer le lien plus tard. Ça, c'est un outil hein, de dépistage, donc qui est utile pour les intervenants, ceux qui travaillent avec des adultes comme avec des plus jeunes. Pour les autres qui se questionnent pour eux, qui se questionnent pour quelqu'un d'autre, voilà les signes qu'on peut observer. Est-ce que la personne, elle a un temps, elle a le temps qu'elle consacre est de plus en plus élevé? Et elle se rend compte qu'elle a de plus en plus de difficultés à arrêter. Est-ce qu'il y a un isolement qui se fait? Est-ce que la personne va commencer à refuser des occasions, refuser de faire des activités, commencer à s'isoler dans sa chambre ou chez elle? Est-ce qu'il va y avoir un rendement qui va diminuer à l'école ou au travail? Parce qu'effectivement, plus de temps sur les écrans, bien souvent, c'est au détriment hein, des études, du sommeil. Écoutez, il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, bien que je vais vous expliquer que le temps n'est pas la seule donnée à regarder, il n'en reste pas moins que si on est beaucoup sur les écrans, il y a une étude qui a été faite par la justement Direction régionale de santé publique en 2019 qui montrait très bien que les jeunes adultes, l'étude se faisait auprès des jeunes adultes et des élèves de 6e année, que 4 heures et plus, ça commence à avoir vraiment des impacts sur la santé de la personne. Donc, la personne, est-ce qu'elle commence à être plus anxieuse? Est-ce qu'elle commence aussi à vivre de la culpabilité, de l'irritabilité? On veut lui retirer ses écrans, on veut qu'elle arrête de jouer, puis là, elle est irritable, elle veut pas arrêter de jouer, elle veut pas qu'on prenne ses manettes, elle veut pas qu'on lui mette des consignes. Est-ce qu'il y a une honte qui vient avec ça aussi?
des problèmes de sommeil. J'ai parlé de sentiments de vide, détresse psychologique. Donc, tout ça, c'est des signes qu'on peut observer. L'idée, c'est juste de prendre un temps d'arrêt et de dire, OK, est-ce que vous vous rappelez, je parlais des saines habitudes, des comportements qui sont plus à risque et de la dépendance, donc le continuum. En se posant ces questions-là et en pensant aux 4 caractéristiques de la cyberdépendance, où moi je me situe, où la personne de qui je m'inquiète se situe. Collègues, amis, famille, conjoint, enfants, élèves. Donc, c'est vraiment des signes, des questions qu'on peut se poser. Mais les écrans, parce que là, je parle beaucoup des signes à observer, des facteurs de risque, n'en reste pas moins que c'est une question d'équilibre. Il y a des bienfaits aux écrans et il y a des méfaits aux écrans. En fait, dans l'utilisation qu'on en fait. Les bienfaits physiques, c'est pas à négliger. En période de pandémie, par exemple, on s'est retrouvé isolé avec peu d'activités extérieures qu'on pouvait faire, des environnements des fois même fermés, des terrains de jeu fermés, des centres communautaires fermés, des bibliothèques fermées. Bon, vous allez me dire, bibliothèque, c'est pas physique, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben, les écrans, il y a des sites web, il y a des jeux qu'on peut acheter qui nous font bouger. Il y a pendant la pandémie, on pouvait faire du yoga en ligne, on pouvait faire des activités physiques en ligne. Donc, tout ce côté-là, pour des personnes, des fois, qui ont peur de sortir pour plein de raisons, ben, ils peuvent quand même aller chercher des activités en ligne. Est-ce que ça remplace les activités extérieures? Non, pas forcément, évidemment, parce qu'à l'extérieur, on a la lumière, on a l'oxygène, on a tout ça. On a accès à quelque chose qui est plus... je voudrais pas dire vrai, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Les bienfaits au niveau psychologique. Quelqu'un qui est timide ou quelqu'un qui n'a pas accès, qui va aller chercher de l'aide. Vous savez comme moi que si en ce moment quelqu'un vit de la détresse, de l'anxiété, de la dépression, un problème de santé mentale, souvent on est sur une liste d'attente, que ce soit jeune ou moins jeune, sur une liste d'attente pour aller chercher de l'aide. Il existe des lignes d'écoute téléphoniques. Il existe des forums où on peut aller échanger. Il existe dans un autre ordre d'idée des applications qui nous permettent de mieux gérer notre temps, des applications où on peut méditer, où on peut faire de la cohérence cardiaque, où on peut se débarrasser de mauvaises habitudes. Donc ça, c'est vraiment des aspects très positifs des écrans. Et j'en arrive à l'aspect social. On entend souvent, puis dans les dernières semaines, Facebook, qui disait les articles sur Facebook, Instagram, TikTok, qui disent les réseaux sociaux, c'est mauvais. Et loin de moi de dire que c'est une panacée et que c'est juste positif. Et c'est pas juste négatif non plus. Par exemple, quelqu'un qui vit de l'isolement parce que il vit une autre réalité. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un membre des Premières Nations, une personne transgenre. Ça peut être une personne qui vit un deuil, une personne qui a changé de milieu et qui vit, qui est loin des siens. Ben, les réseaux sociaux, les forums, les blogs permettent d'échanger, permettent de se relier à d'autres personnes et se sentir moins seul et dire « Ah, je suis pas tout seul là-dedans, je peux m'exprimer. » Donc, ça fait vraiment partie des bienfaits des écrans. Et encore une fois, c'est pas du tout à négliger, mais il y a l'opposé, il y a les méfaits. Quand on est trop souvent devant les écrans et qu'on laisse tomber les activités physiques, ben là, c'est sûr qu'une fatigue peut s'installer. La sédentarité peut s'installer, le surpoids, après des douleurs physiques, un trouble de la vue. Les troubles de la vue ont augmenté dans les dernières années. Les maux de tête, je suis convaincue, j'ai pas d'études statistiques ici avec moi, mais je suis convaincue que depuis qu'on est en télétravail et on est très régulièrement devant nos écrans, on a plus de difficultés. Les douleurs au cou, on appelle ça le coup de texto. Au niveau psychologique, les méfaits, ça joue sur l'estime de soi. Je viens d'en parler par rapport aux réseaux sociaux. Une augmentation de la déprime, de l'anxiété. Et ça peut aussi isoler. Donc, tout le côté positif des réseaux sociaux, ben tout le côté plus négatif
peut effectivement engendrer de l'isolement. La personne, elle va en ligne, elle va sur les réseaux sociaux, elle se compare. Comment ça se fait que j'ai pas ça? Comment ça se fait que, ah mon Dieu, cette personne-là est tellement belle, ou cette personne-là réussit. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas accès. Donc, encore une fois, c'est une question de positif, négatif. Et c'est pour ça qu'il y a des questions qui sont importantes à se poser et on va en parler de ça. Parce que nous, on parle beaucoup à la campagne pause d'équilibre. Et l'équilibre, voilà c'est quoi pour nous l'équilibre pause. Ben, pas juste pour nous, hein, c'est de plus en plus reconnu. L'équilibre, c'est vraiment moins de temps d'écran, plus de contenu qui nous procure des bienfaits, qui nous procure du bien et au bon moment. Et pourquoi c'est important de parler de la notion d'équilibre aujourd'hui? C'est que depuis toujours, je pense que la question qui m'est le plus souvent posée, c'est « Julie, à partir de combien de temps c'est trop? » Et on va parler du temps, j'y arrive, on va parler du temps, mais c'est important de comprendre que le temps n'est pas la seule donnée. C'en est une, c'est clair. Si on est trop souvent en ligne, si on utilise mal nos écrans et qu'on est un trop grand nombre d'heures, il va avoir des impacts dans notre vie. Mais c'est pas juste ça qu'il faut regarder. Donc, je vais quand même décortiquer ce que j'appelle mon tabouret à 3 pattes, le temps, le contenu et les moments. Donc, quand on parle des recommandations, c'est celles qu'on a pour le moment. Elles sont peut-être amenées à changer. Comme je vous disais au début, les recherches continuent, hein, donc on va peut-être changer ces données-là. Mais pour le moment, on n'encourage pas d'exposition aux écrans avant l'âge de 2 ans. On parle d'écran de loisirs. Entre 2 et 5 ans, moins d'1 heure. Entre 5 et 17, moins de 2 heures. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser si on se dit, ou si on s'inquiète pour quelqu'un, les questions qu'on peut poser à cette personne-là par rapport au temps d'écran? On peut, dans un premier temps, évaluer le nombre d'heures qu'on est en ligne. Et comme je vous dis, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, dans tous les téléphones maintenant, les téléphones intelligents, il y a l'option temps d'écran. Sinon, il y a des applications qui sont disponibles. Sur le site de Pause, justement, pausetonecran.com, c'est l'adresse de notre site Internet. On vous donne des pistes pour ça. Est-ce qu'il y a des utilisations qui sont plus problématiques que d'autres? Donc, oui, je peux passer du temps en ligne, mais est-ce que je me rends compte que moi, j'ai plus de difficultés avec les réseaux sociaux, j'ai plus de difficultés avec, ou ça peut être avec pas une utilisation, mais un outil. Est-ce que j'ai plus de difficultés avec mon téléphone qu'avec ma tablette? Donc ça, ou la personne que j'accompagne. Est-ce que mon temps d'écran commence à avoir des impacts sur mon emploi, sur mes travaux scolaires, sur mes études, dans d'autres sphères de ma vie? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et quand je vous parlais d'émotions tout à l'heure, quelles sont les émotions qu'on ressent? Donc, quelles sont les émotions que la personne ressent quand elle s'arrête? Moi, je me rappelle encore cette jeune, et ça fait plusieurs années, cette jeune adolescente qui devait avoir 13-14 ans. Je donnais un atelier donc sur les écrans. Et la jeune me dit, moi, quand je finis les réseaux sociaux, là, quand je sors de Facebook, je me sens vraiment pas bien. Je me suis comparée, je trouve que ça joue sur mon estime et elle avait assez de volonté personnelle. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Je vous disais, ça dépend des personnes. Elle avait assez de volonté personnelle. Elle s'est dit, moi, j'arrête. Je ferme mon compte Facebook. Je ne veux plus de ça. Donc ça, c'est ces questions-là qu'on peut se poser par rapport au temps. Ce qui est bien, c'est que je sais que vous allez avoir accès à la présentation après. Donc, si jamais, parce que je donne beaucoup d'informations, je suis très consciente, vous pourrez retourner dans la présentation, dire « Ah, c'est vrai, c'est quoi les questions que dont Julie avait parlé, c'est celle-là. » Par rapport au contenu, c'est important de comprendre, donc ma deuxième patte de tabouret, c'est important de comprendre que c'est pas tous les contenus qui sont égaux. Donc, je peux passer beaucoup de temps en ligne, mais qu'est-ce que je fais en ligne? Est-ce que le contenu que je regarde est ce que nous, on appelle de la haute qualité? C'est-à-dire, ben, ça rassemble. On regarde un film ensemble.
c'est éducatif, c'est interactif? Ou est-ce que c'est de qualité moyenne? C'est-à-dire que, ben, oui, c'est bien, mais je peux m'isoler quand même en regardant ce contenu-là. Ou alors, c'est du contenu qu'on appelle calories vides numériques. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre est mal. Question d'équilibre. Donc, c'est quoi la proportion des contenus que je regarde ou que la personne regarde? Est-ce que ça lui apporte du positif, du négatif? C'est quoi les émotions? On en revient à ces questions-là qui sont importantes de se poser. Et là, donc, c'est un petit schéma pour parler des calories vides. Donc, c'est important de connaître aussi son point de bascule puis se dire, bon, ben, cette utilisation-là, franchement, est un peu moins saine pour moi. Je vais essayer de retrouver un point de bascule. Et le dernier, ben, c'est les moments. Je pense qu'on a tous été témoins, que ce soit quand on va au restaurant, dans un café, dans des réunions de famille, dans des réunions avec des collègues, entre amis, de personnes qui vont se couper de ce qui se passe autour d'eux en étant sur leur téléphone ou leur tablette. Est-ce que donc ça peut avoir un impact? Encore une fois, on trouve un équilibre là-dedans, mais les repas en famille, c'est important de les prendre ensemble pour pouvoir discuter de sa journée, pour pouvoir faire un retour de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé. Et donc, est-ce que ça a des conséquences sur ma relation avec mes amis, avec ma famille? Puis un bon indicateur, là, si la personne vous dit « Hey, à chaque fois que je suis avec toi, tu es toujours sur tes écrans, c'est vraiment fatigant, on n'arrive pas à se parler », on peut juste se poser la question. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que non, mais on se pose la question. J'espère que ça va bien jusqu'à maintenant. Donc là, je commence à rentrer dans les pistes de solutions. Quand on parle d'un écran, il y a quand même des choses très simples qu'on peut faire. Moi, j'aimerais pouvoir vous donner comme un guide là, de recettes et vous dire, si vous faites tout ça, ça va bien aller. Vous ou la personne pour laquelle vous vous inquiétez, vous allez retrouver votre équilibre. Malheureusement, il n'y a pas de recette. Je vous dirais, c'est un peu essai-erreur. C'est de dire, en vous posant les questions dont je vous ai parlé plus tôt, c'est de vous dire ou de suggérer à la personne que vous accompagnez qu'est-ce qui pourrait l'aider ou qu'est-ce qui pourrait m'aider. Et là, vous essayez une stratégie. Des fois, vous dites, bon, celle-là, non, ça marche pas, ça m'aide pas ou je vois pas la différence. C'est correct. Donc, par rapport aux écrans, les notifications. On enlève toutes les notifications visuelles ou sonores qui ne sont pas nécessaires. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone ou une tablette ou maintenant avec nos écrans, là? On va regarder qui m'a appelé. Enlevez les applications les plus accrocheuses et vous pouvez les cacher dans des dossiers. On vous montre tout ça aussi sur le site de posetonecran.com. Comme ça, on dit loin des yeux, loin du cœur, loin des yeux, on s'aide aussi avec les applications. On peut désactiver les lectures automatiques. Sur YouTube, on peut aussi, quand on va sur Netflix, dire, ben moi, je veux pas qu'on me suggère un autre épisode ou je veux qu'on me le suggère, mais je donne l'option qu'il ne parte pas tout de suite. Et on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le paramètre Go Gray, c'est-à-dire que notre téléphone devient gris. Je vous disais tout à l'heure que les technologies au niveau des écrans nous poussaient à nous connecter. C'est pas pour rien que les écrans, ils ont plein de couleurs, ils ont plein de vie, ça vibre, ça sonne. C'est comme des machines à sous, hein. C'est en arrière de ça. En arrière des écrans, il y a ça. Et donc, on peut faire ça avec les écrans. Dans les habitudes, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut essayer d'éviter d'avoir nos téléphones en tout temps. C'est très tentant d'avoir nos téléphones avec nous. Très tentant. Je suis la première à le dire. Mais à ce moment-là, c'est des petites choses. Bon, ben quand je vais marcher, quand je vais au dépanneur, je prends pas mon téléphone. Si je vais marcher, par exemple, j'ai un chien, je vais marcher avec mon chien, je prends pas mon téléphone. C'est essayer. Puis si on se sent apte, ben là, on dit, OK, ben je pars une journée sans mon téléphone. Encore une fois, essai-erreur. Ça, là, ça essaie de répondre instantanément. C'est une des choses les plus difficiles que beaucoup de gens ont de difficulté. C'est tentant de dire, je réponds tout de suite. D'où, tout à l'heure, quand je disais d'enlever les notifications, de se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je réponde tout de suite ou est-ce que ça peut attendre? Hein, se donner de la place mentale
pour réfléchir, pour nos activités, pour prendre de l'espace avec nos écrans de la distance. Une qui est très intéressante aussi, c'est se justifier. Si vous prenez cette habitude-là, OK, je vais prendre mon écran, je suis avec d'autres mondes, puis je vais expliquer pourquoi je le prends, on va se rendre compte, et moi la première, je l'ai expérimenté. Là, je fais pas du tout la morale aujourd'hui. Hein. On est tous dans le même bateau. Là. On a tous les mêmes difficultés à différents degrés. Là. Et on arrive pour se justifier, puis on fait comme, ouais, c'est pas vraiment nécessaire. Et oser éteindre, prendre des pauses. c'est ça notre nom. Pose ton écran. Alors, quand on parle je vous ai tantôt parlé des facteurs de risque, il y a un livre qui est très, très intéressant, je pense, qui est sur notre site aussi, Sommes-nous trop branchés? Il y a un chapitre de Amnon Jacob-Suissa, qui est un chercheur, un thérapeute. C'est un livre qui a été écrit en 2017 et il y a tout un chapitre sur la famille. Et c'est ça. Aider, ce sur quoi on a un pouvoir d'agir, c'est ça. On peut créer un environnement favorable. C'est sûr, je comprends bien. On a tous des réalités monétaires, des réalités de famille, des fois monoparentales. Je comprends tout ça. Donc, encore une fois, les conseils que je vous donne, c'est en fonction de la réalité de la famille. Donc, on peut créer un environnement favorable, c'est important. Avoir des règles claires. Dire, bon, mais ça, c'est les règles qui s'appliquent à la maison. D'ailleurs, sur notre site, on a 2 outils. Il y en a un qui s'appelle le petit guide, le guide pause pour la famille, et l'autre qui s'appelle Pacte cellulaire. Donc, d'établir des règles en famille. Parce que le parent, il a un rôle. Il doit être un modèle positif au meilleur de ses compétences, au meilleur de ses connaissances, dans la mesure du possible, bien évidemment, en fonction des réalités. Mais et ces guides-là, ce que ça permet, c'est que ça engage les enfants, ça engage les parents. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai entendu quand je ferais des ateliers, un jeune me dire « Oui, moi, j'ai pas le droit de cellulaire à table, mais mon père, lui, me dit que, ou ma mère me dit que. » Donc, c'est ça. C'est important de s'intéresser aux activités qu'il fait en ligne. Au lieu d'arriver avec une attitude qui est « Bon, encore sur tes écrans, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. » Peut-être qu'il perd son temps, peut-être que non. Mais de s'intéresser à ce qu'il fait, ça peut aller jusqu'à jouer un jeu avec lui. Hein, puis se dire « Hey, ça a l'air intéressant. » Donc, de s'intéresser et de comprendre, de comprendre le pourquoi le jeune, plus jeune enfant ou adolescent s'intéresse à cette application-là. Prévoir des rituels, prévoir des repas, offrir un soutien, un sentiment d'appartenance. C'est important. Et c'est sûr qu'à l'adolescence, c'est normal, le jeune veut prendre sa distance, il veut se libérer, il veut prendre sa place, mais c'est important d'essayer de garder le lien. Et aussi, je vais finir là-dessus sur comment en parler. Comment parler avec un jeune, que ce soit son enfant, que ce soit un élève. Premièrement, il faut s'assurer que les deux sont disponibles à la discussion. J'aimerais ça qu'on se parle. Puis des fois, je vous dirais, ce qui est encore mieux, c'est de prendre une excuse. Vous voyez une publicité à la télé, vous voyez un film, vous voyez une série, vous voyez une vidéo, où vous dites « Ah, la fille ou le fils de mon ami m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? » Donc, oui, être disponible, puis des fois, de prendre ça par la bande au lieu de s'asseoir et dire « OK, maintenant, je dois te parler. » C'est pas toujours efficace. Garder l'esprit ouvert, je viens d'en parler. Avoir de l'empathie, se mettre dans la peau de l'adolescent. Quand on parle de réseaux sociaux, par exemple, moi, je me rappelle, adolescente, je vais divulguer mon âge, j'avais un téléphone à boudin chez moi, à roulette, et je pouvais passer des heures au téléphone. Aujourd'hui, il passe des heures, mais à texter. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Essayez de se mettre à la place du jeune. Éviter les sermons. Moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Et c'est sûr que dans notre temps, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de technologie, en tout cas pour quelques-uns d'entre nous. Assurez-vous de comprendre. OK, mais pourquoi j'ai des inquiétudes et de lui faire comprendre aussi. Élaborer un plan. Et c'est important, quand on met des consignes, de les faire respecter comme avec n'importe quelles saines habitudes de vie qu'on essaye de développer.
Parce que les saines habitudes de vie, c'est graduellement que ça se construit, que ça se fait. Encore une fois, c'est essai-erreur. Mais je vous dirais, le plus important, c'est vraiment d'avoir cette attitude empathique et de relativiser, de dire, est-ce que c'est vraiment un problème? Donc, vous avez les signes à observer, les questions à vous poser. Pardon. Est-ce que mon enfant ou mon élève a vraiment des difficultés? Si oui, comment je peux réajuster ça? Quelle stratégie je peux utiliser? Donc, je vous ai parlé de plein de choses. Je sais que je vous ai donné plein d'informations. Sur le site, il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Il y a plein d'articles qui expliquent encore mieux la problématique, en tout cas en plus en détail, qui expliquent comment parler à son jeune. Il y a un espace jeune pour les jeunes adultes. Il y a aussi un espace intervenant où on met de la documentation pour mieux comprendre la problématique. Donc, je vous invite aussi, en finissant ce soir, si vous avez d'autres questions, il nous reste 10 minutes pour que vous puissiez me poser vos questions. Si vous en avez d'autres, allez sur le site, allez chercher des réponses. Vous pouvez vous inscrire à notre infolettre aussi. On a une infolettre. Si vous avez des questions spécifiques, ben vous pouvez aussi me les envoyer. Il n'y a aucun problème. Il y a l'adresse sur le site aussi. Et voilà. C'est terminé? Oui! Merci, c'était vraiment, vraiment très intéressant. On va arrêter le partage de Problème. Est-ce qu'il faut que ça soit moi qui... Ah non! Oh non, je l'ai fait, c'est super. Oui, et moi j'ai noté plein d'informations, vraiment. Là, ce que je veux dire aux gens, c'est que j'ai mis quelques liens vers des sujets dont vous nous avez parlé pendant la présentation. J'ai mis justement le lien vers le site Pose ton écran. Oui. Puis là, j'invite les gens, peut-être que vous étiez trop attentifs, concentrés à écouter la présentation. Là, je vous invite à aller poser vos questions si vous en avez dans le chat, mais on en a déjà une. Il y a quelqu'un en fait, il y a Jessica qui nous demande au niveau des recommandations de nombre d'heures. Est-ce que c'est vraiment des recommandations qui sont par jour? On peut en parler un peu plus de ces recommandations? Oui, c'est par jour. Les recommandations que j'ai données sont par jour. Mais encore une fois, c'est ça. C'est sûr que celui qui est vraiment le plus important, c'est celui en bas de 2 ans, pas d'écran. Okay. Parce que on s'entend que l'enfant est au tout début, donc apprend la motricité, apprend à interagir. Donc, c'est vraiment le plus important. En même temps, encore une fois, on est en pandémie. Il y a des parents, par exemple, moi j'ai une amie, elle a un jeune enfant, mais la seule façon de converser avec sa mère et qui habite aux États-Unis, de lui montrer son enfant, c'était d'utiliser une tablette. Donc, faut pas non plus dire, oh mon Dieu, mon jeune a utilisé une tablette pendant 10 minutes aujourd'hui, mais c'est ça. Les recommandations sont par jour, tout à fait, en tenant compte des autres choses que j'ai dites. Moi, je voudrais faire du pouce, dans le fond, sur cette question-là par rapport, mettons, aux écrans de télévision. Est-ce qu'on dans ces heures-là, est-ce qu'on inclut l'écran de télé ou si c'est séparé, là? C'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus encore. Okay. Moi, personnellement, je pense qu'il faut les inclure, d'autant plus que maintenant, les écrans de télévision, c'est souvent des télévisions intelligentes. Et donc, on a accès aux jeux vidéo, mais à Netflix, à YouTube, tout ça sur nos écrans. Donc, moi, je les inclurais. Par contre, en termes d'accompagner un enfant, si on fait une comparaison entre un écran de télévision et une tablette, l'écran, premièrement, souvent, il y a une distance. Donc, au niveau des impacts physiques sur l'enfant, c'est quand même moins dommageable d'avoir un écran qui est plus grand, mais qui est loin, versus une tablette qu'on va tenir comme ça. Okay. En plus, avec une tablette, même si le parent est à côté et qu'il surveille du coin de l'œil et qu'il a mis des contrôles, un contrôle parental pour s'assurer que le jeune n'a pas accès, parce que c'est aussi ça la problématique. Hein. Sur un écran, sur une tablette, le jeune peut avoir, s'il sait s'y faire, dépendamment de l'âge, ou s'il n'y a pas de contrôle, un contrôle parental, il peut naviguer pas mal n'importe où puis avoir accès à des choses qui sont pas appropriées pour son âge. Mm-hmm. À une télévision, c'est plus facile. Il change de poste, tu fais comme, tu peux? Non. C'est pas ça qu'on regardait tout à l'heure. Excellent. Puis là, il y a aussi un enjeu par rapport, on reste dans cette thématique-là du temps, parce que là, dans les écoles primaires, secondaires, ils ont accès, ils travaillent sur des Chromebooks, des portables. Donc, il y a comme une espèce de défi. Est-ce qu'on peut le compter de la même façon ou si on peut se dire, là, à l'école, mettons, ça a été un temps pédagogique où il apprenait, ou s'il faut quand même
en tenir compte un peu? Oui, non, la question est très intéressante et elle fait encore débat aussi, celle-là. En fait, moi, je dirais qu'il y a vraiment deux axes. C'est-à-dire que, est-ce que ça compte comme du temps d'écran? Oui, c'est-à-dire physiquement. Oui, oui. Parce que si on est 7 heures, mettons, il y a plusieurs écoles, par exemple, en secondaire 1, principalement des écoles privées, qui vont qui vont dire, en secondaire 1, il faut que tu rentres à cette école-là, tu as une tablette. Donc, en termes de temps, ça peut monter beaucoup là à ce moment-là. Si on se dit qu'on donne un moins de 2 heures, mais un 2 heures de écran de loisir, plus tout ce qu'il fait à l'école, le temps s'accumule, oui. Donc, au niveau physique, je dirais que ça compte. OK. Si la personne ne prend pas le temps d'avoir des réflexes comme ce qu'on appelle le 20-20-20, c'est-à-dire au niveau de la vue, toutes les 20 minutes, je regarde loin pendant 20 secondes. Et si je bouge pas, si je suis derrière une tablette ou un écran pendant toutes ces heures-là, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça joue au niveau du corps aussi. Donc, on le compte, oui, au niveau physique, par exemple, mais on s'entend qu'au niveau des impacts, il n'y a pas personne qui va venir dépendant de Word ou de Excel. Donc, au niveau des impacts de l'utilisation, c'est ça qui est différent. Donc, je réponds sans pouvoir avoir une réponse très tranchée parce qu'il n'y en a pas. Non, je comprends tout à fait. Mais on peut quand même, parce que là, j'entends déjà là, les enfants dire, oh, mais là, ça compte pas à l'école. Donc, on peut venir jouer un Oui, peu c'est quand même. sûr. Là. Tout à fait, tout à fait. On peut questionner son enfant. OK, donc toi, tu utilises un écran. Combien d'heures tu l'utilises à peu près par jour? On peut se renseigner auprès de l'enseignant, auprès de la direction scolaire, auprès d'un intervenant. Puis, qu'est-ce qu'ils font avec la tablette? Et nous, se réajuster aussi à ce moment-là, puis trouver une stratégie à la maison. C'est ça. Les écrans sont partout. Donc, il faut penser de façon globale, en fait. Exactement, parce que là, présentement, on discute de ça, puis on est tous devant nos écrans. Donc, en même temps, mais c'est ça, là, dans le fond. C'est ça. Exactement. Là, il y a quelqu'un qui vous salue, Marco Maillot. J'espère que je dis bien le nom, qui est un conférencier en cyberdépendance. Donc, oui, on s'est déjà croisés. Il est avec nous ce soir. J'aimerais que vous nous parliez un peu de la campagne Pause, parce que je sais qu'il y a une journée par année. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être plus une journée dans l'année. Il y a 2 journées, en fait. OK, il y en a la deux. campagne Pause, c'est une campagne sociétale. Donc oui, on fait des campagnes publicitaires. On en fait deux principalement. Une qui vise les familles, qu'on vient de faire au mois de septembre. Une qui est encore en cours, qui vise les jeunes adultes. Donc ça, c'est 2 campagnes publicitaires de sensibilisation. Après, ce qu'on fait aussi, c'est que, on a parlé du site web, et on a aussi 2 journées de déconnexion. Oui, c'est ça. Donc, le 21 novembre dernier, c'était les jeunes adultes, travailleurs sans emploi ou aux études, qui étaient invités à participer. Et au mois de mai dernier, c'était des jeunes familles. L'idée, parce que les gens me disent, ouais, mais Julie, posez ton écran 24 heures. L'idée, c'est pas de le réussir à la perfection. L'idée, c'est que des fois, quand on a un comportement sur lequel on se pose des questions, de faire un 24 heures déconnecté, ça nous permet juste de prendre un pas de recul puis de se dire, oh mon Dieu, finalement, et dans les deux sens, hein, parce que nous, on fait toujours un sondage après nos 24 heures pour savoir qu'est-ce que les gens ont fait comme prise de conscience, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile. Et à chaque fois, ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui vont nous dire, ah ben finalement, je pensais que j'étais pire que ça, je suis pas si pire que ça. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme, oh mon Dieu, je pensais pas que ça prenait autant de place. Je vais vous dire les 2 prises de conscience, famille comme jeunes, qu'on nous a souvent nommées. C'est la première prise de conscience, c'est je me connecte par automatisme. Je sors mon téléphone, je me connecte. C'est comme un réflexe, c'est ça que je fais. Et l'autre, c'est parce que je sais pas quoi faire d'autre. Je suis tellement habituée que j'ai perdu le réflexe de faire d'autres choses. D'où l'importance. On parlait de la campagne de lecture tout à l'heure avant qu'on soit en ondes, en ligne, mais de trouver des activités de remplacement. Il faut qu'on suggère. Et il faut, si on est plus âgé, nous se suggérer, planifier des activités de remplacement. Sinon, c'est très facile de reprendre le téléphone, de reprendre la tablette, de retourner sur Netflix et puis de tomber là-dedans. C'est conçu pour ça.
Oui, parce que là-dessus, on a tout maintenant. Hein. C'est là-dessus qu'on s'informe. On va lire les journaux, on va lire les revues, on va communiquer avec nos Ben oui, amis. Même nous, comme adultes, là aussi, on tout s'informe, à on se fait. divertit. On fait tout là-dessus. Donc, essayer de trouver... fait qu'on a le réflexe facile d'aller vers notre Ben oui, téléphone et c'est à la ça, moindre seconde. Là. et c'est ça le téléphone, c'est l'enjeu le plus difficile et c'est pour ça qu'on a créé un quiz sur le site, ça s'appelle Es-tu futé avec ton cell, qui donne des pistes pour diminuer le temps d'écran avec le cellulaire spécifiquement. Parce qu'effectivement, on va sur notre cellulaire, on va lire un article de la presse. Ah ben tiens, on va aller sur Facebook. Ah ben tiens, Exact. je vais aller regarder mon compte de banque. Ah ben tiens, je vais regarder s'il pleut demain. Puis finalement, on a tout ça à portée de main. C'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment très, très addictif. Oui. Oui, on se reconnaît là-dedans. Là, on se voit tous à différents moments, là, c'est certain. Moi, je me demandais, on voit, qu'on soit parents, intervenants, peu importe. Là, on a un jeune, on s'inquiète un peu. On se dit, je reconnais là, des symptômes. Là, vous nous avez parlé d'aller leur parler, d'aller vers eux. Dans le fond, il faut ouvrir le dialogue avec, avec nos jeunes, avec nos proches. Si on sent que là, il y a une résistance, que c'est plus difficile, ça serait quoi comme la prochaine étape? On a essayé plein de trucs. Puis on voit que là, ça persiste. Écoutez, il y a vraiment, avant d'arriver, si on parle d'adolescents, avant d'arriver dans un centre comme le Grand Chemin, où il y a des 12-17 ans qui sont en cure fermée, je pense qu'il faut aller parler au personnel scolaire. Il y a des personnes dans les écoles, il y a des intervenants, il y a des enseignants. Faut pas avoir peur d'aller se renseigner, d'aller demander de l'aide et dire, moi, je m'inquiète, parce que la dépendance, un des signes de la dépendance au tout début, c'est la négation. Okay. Le jeune comme l'adulte va pas dire, il y en a qui vont le faire, mais il y en a plein qui vont dire, ben non, c'est pas si pire que ça. Tous mes amis le font. Ben non, mais je réussis à l'école, fait que c'est pas grave. La négation fait partie du processus. Donc, c'est vrai que des fois, le jeune peut dire, non, non, c'est pas si pire. Moi, je pense que les parents, ils savent quand il y a lieu d'être, de s'inquiéter. Il faut pas hésiter pour aller appeler l'école. Puis après, ben il y a tout le processus. Hein. Ça va passer par avant d'arriver au Grand Chemin ou un autre centre, ça va passer par un processus qui est en lien avec le domaine de la santé. Là. Puis il y a tout un processus à suivre. Il y a des lignes d'écoute aussi. Il faut pas hésiter. Oui. Tu sais, la ligne parent, c'est là pour des fois nous guider. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Tout à fait, c'est vrai, vous avez raison. Le temps file à vive allure. On pourrait parler encore excessivement longtemps. Dans le fond, là, je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on pourrait clore notre webinaire là-dessus. Hein, moi, je retiens là, vraiment d'aller à l'écoute de nos jeunes. J'ai les 3 pattes là, de notre algorithme. C'est très intéressant, dans le fond, d'avoir une vision hein, sur 3 angles pour vraiment bien analyser là, notre utilisation des écrans. Ça a été un plaisir vraiment, cette heure-là en votre compagnie. Merci. Très agréable, très instructif. Je suis sûre que les parents, les gens qui sont avec vous, les intervenants, peu importe qui sont avec nous ce soir, vont repartir avec plein d'outils. Puis, je veux leur rappeler que je vais leur envoyer le WebiPlus dans quelques jours. Ils vont pouvoir écouter le webinaire et je vais aussi mettre la présentation. Donc, c'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Donc, si on manquait des informations, ils vont pouvoir y avoir Est-ce que c'est beaucoup d'informations? Je suis très consciente de ça. Oui. Puis j'en ai coupé. Ils vont pas le lire à tête reposée, donc ça, y retourner sans problème. Donc, je vous remercie encore pour merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Ça a été très, très agréable. Merci beaucoup. Je remercie les gens qui ont été avec nous. Ah, on a des informations qui nous sont ajoutées aussi. On parle du 6 des Laurentides, par exemple, aussi. Oui. Donc, une information qui vient de rentrer là ici avec le numéro Info Social au 811. Donc, oui, Info Social, oui. C'est très, très pertinent. Tout à fait. Merci, très juste. Merci, Mme Leroux, d'avoir ajouté cette information-là. Très appréciée. Donc, j'espère que je vais noter cette information-là puis la partager aux gens. Donc, sur ça, je vous remercie à tout le monde d'avoir été présent avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Mais juste avant, je veux vous rappeler notre prochain webinaire qui est au mois de janvier 2022 déjà. Ça va vite. Donc, ça va s'appeler Intervention positive et optimiste avec les jeunes, avec Richard Robillard, donc le 26 janvier à 7 heures. Je vous remercie encore de votre présence ce soir à notre webinaire.
Je vous souhaite une agréable fin de soirée et j'en profite maintenant pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et de belles vacances reposantes. Donc, merci à tous et puis bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, Mme Maillé. Merci Oui, à vous. merci. Merci.